Je pense qu'il n'y a pas... On va prendre un débat emblématique dans ce pays qui est le nucléaire. On va y venir. Non, je vais y venir tout de suite. Aujourd'hui, si on supprime une partie de la production nucléaire, quelques règles de 3 pas très compliquées à faire sur ce que ça coûte de remplacer le nucléaire par un système complet avec à la fois les éoliennes et les panneaux solaires et la sécurité d'approvisionnement qui va derrière, c'est-à-dire la garantie que le train de 8 heures partira bien à 8 heures, même s'il n'y a pas de vent, eh bien le coût complet de cette affaire, c'est un multiple des investissements, même très chers, dont on a besoin pour refaire du nucléaire. C'est-à-dire là où j'ai besoin de mettre 1 milliard sur la table pour refaire du nucléaire, même si c'est très cher et je dépasse les budgets, j'ai plutôt besoin de 5 à 10 si je veux la même quantité d'électricité avec des modes intermittents plus du stockage. Comme cet argent, on ne va pas l'avoir. Pour prendre un exemple, l'Allemagne a déjà dépensé quelques centaines de milliards d'euros dans sa transition énergétique. Hein. Et eux, ils ont 200 milliards d'euros de solde exportateurs par an, donc ils peuvent se permettre ce genre de caprice, beaucoup plus que nous. Comme cet argent, on ne l'aura pas, si on décide de supprimer rapidement tout un tas de réacteurs nucléaires, on va essentiellement les remplacer par rien. Du charbon? Non, on ne l'a pas non plus. On n'a pas, donc pas rien. Du coup, on va contracter rapidement l'approvisionnement électrique, et du coup, on va contracter une partie des flux physiques qui en dépendent. Donc il y aura moins de trains qui arriveront à l'heure, moins d'usines d'aluminium qui pourront électrolyser l'aluminium, etc. Donc la production économique va se contracter. Bon. Aujourd'hui, vous n'avez pas une personne parmi les avocats de la baisse rapide du nucléaire qui dit pas de problème. J'ai bien compris la contrepartie qui est qu'on ne remplacera ça pas ça par des ENR kilowattheure par kilowattheure. Énergie renouvelable, ENR. Et deux, que du coup, je dis délibérément que je vais contracter la production économique. Il n'y en a pas un pour penser ça. Donc, et non pas parce qu'ils sont stupides, mais juste parce que... Ils n'ont pas envie de perdre leur place. C'est même pas ça. L'occasion qu'ils ont de comprendre ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les circuits institutionnels, ça n'existe pas dans les gens dont ils s'entourent, ça n'existe pas. Vous faites bien des conférences à gauche, oui, à droite, vous avez... Comment? Il n'y a pas de politique. Jamais? Si, il y a des politiques de terrain. Donc vous avez des élus locaux qui commencent à... Il nous faut des noms. Des maires, je n'ai pas les noms en tête, mais je veux dire, quand je fais une conférence quelque part, il arrive que l'adjoint au maire vienne, ou même le maire si c'est une petite ville, ou etc. Mais c'est des élus locaux. Vous avez une vidéo de votre serviteur qui tourne sur Internet, qui concerne une audition que j'avais eue à l'Assemblée nationale devant la Commission du développement durable. Il y a 4 ans. Il y a quelques années, oui. Je suis à un âge où on confond 6 mois et 10 ans. Il fait à peine 150 000 vues. Bon. Exactement, ça en a fait à peine 150 000, donc je suis un nain de jardin comparé à n'importe quel 20h de n'importe quelle chaîne de télévision nationale. Et surtout, si vous allez regarder les questions qu'ont posées les députés derrière, vous avez une question sur 2 qui n'est absolument pas la question que poserait l'honnête homme ou l'honnête femme qui a juste envie de comprendre un truc qu'il n'a pas compris. Ou qui a envie de réagir, mais toujours de manière honnête, j'ai envie de dire, par rapport à quelque chose que j'ai dit. Ils sont là pour la galerie, ils savent qu'ils sont filmés, donc ils se rendent intéressants en posant une question qui était écrite avant même que j'ai démarré mon intervention. Il roucoule. Oui, on peut dire ça comme ça. Bon, on va revenir sur le nucléaire. Comme on est un peu pressé par le temps, parce qu'on a Perico Légas qui arrive un peu. Moi, j'aurais sortir du nucléaire, parce que j'en ai parlé, j'aurais parlé après du pétrole. Le pétrole, qui est le système mondial de transport, il y a encore moins de gens dans le monde politique qui ont compris que l'approvisionnement français en pétrole, désormais, était orienté à la baisse. Il faut vous immoler devant l'Élysée. J'ai aucune envie de m'immoler devant l'Élysée, surtout que maintenant ils ont mis des barrières de sécurité partout, on ne peut plus. On peut plus s'immoler devant l'Élysée. Bon, on va revenir sur le nucléaire vite fait. Donc, les réserves d'uranium mondiales, ça donne quoi? Ça baisse, ça baisse pas? Est-ce que l'accord avec les États-Unis, entre les États-Unis et la Russie, le fait de transférer de l'uranium aux États-Unis, cet accord est devenu caduc, oui ou non? Est-ce qu'il reste, par exemple, le Kazakhstan, c'est le dernier Arabie Saoudite du nucléaire? Où en sont les réserves d'uranium? Combien ça coûte de recharger, combien de tonnes ça coûte, du moins combien de tonnes il faut pour recharger tous les réacteurs ou tous les réacteurs nouveaux? Est-ce qu'il y aura suffisamment d'uranium pour pouvoir recréer des réacteurs? L'aspect sécurité du nucléaire, l'aspect terroriste du nucléaire, l'aspect stockage des déchets, le recyclage, on y va. Bigre. Alors d'abord, je voudrais... Il fallait arriver à l'heure. Hein. Je voudrais circonscrire le débat en rappelant que le nucléaire, c'est 15% de l'électricité mondiale. 5. Non, de l'électricité. D'accord. C'est-à-dire, selon la façon dont on compte, entre 3 et 5% de l'énergie mondiale. Je dis bien selon la façon dont on compte, mais je ne vais pas rentrer parce que l'électricité a une comptabilité spéciale. Ça ne change rien à ce que j'ai dit tout à l'heure. 80% c'est des fossiles et dans 10 ans, 80% ça sera toujours des fossiles.
Le nucléaire, dans le contexte de ce que j'ai évoqué juste avant, alors ça peut paraître étonnant à certaines personnes qui nous écoutent, mais c'est un moyen d'amortir la décroissance. C'est quoi? C'est le Doliprane pour faire passer la fièvre ou c'est le C'est à peu Doliprane près pour ça. supporter C'est un moyen la fièvre? d'amortir la décroissance. C'est-à-dire que comme on va de toute façon être mis à la diète en Europe sur les combustibles fossiles, qui eux par contre sont tous structurellement orientés à la baisse, le pétrole, le charbon, le gaz, les trois sont en contraction d'approvisionnement en Europe, les trois, et c'est structurel. Si en plus on abandonne le nucléaire, on accélère la décroissance. Voilà. Donc, dans mon point de vue à moi, le nucléaire, c'est un amortisseur de la décroissance, en même temps que c'est un moyen de se passer du charbon dans la production électrique. Mais c'est bien comme ça que je le vois. La deuxième chose que je vais dire avant de répondre dans le détail, c'est que le nucléaire aujourd'hui évite plus de risques qu'il n'en crée. Donc, tous les risques que les gens ont en tête, pas votre avis, c'est le mien que je suis en train de vous donner. Malgré ce que les gens ont en tête en France, mais c'est pas comme ça dans la majeure partie des pays du monde, d'accord? Donc c'est un syndrome un peu français. C'est quoi, le syndrome de mettre un petit coup de l'air lance-roquettes anti-char sur une piscine de combustible? C'est un risque envisageable? Oui, mais si vous avez des lance-roquettes anti-char, vous pouvez faire bien pire que d'aller les envoyer sur une piscine de combustible. Alors il y a des trucs que je dirais pas. Je n'ai pas envie de donner de bonnes idées à des gens qui s'en empareraient. Je suis très sérieux quand je dis ça, mais il y a bien pire à faire. C'est juste pas un problème. Donc le nucléaire aujourd'hui, il est l'objet, j'ose le mot, de quelque chose qui relève plus du fantasme que du débat éclairé. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui nous écoute, sauf les gens qui travaillent dans cette industrie, qui savent très exactement quels sont les éléments qu'on trouve dans les déchets nucléaires. Vous connaissez les éléments qu'on trouve dans les déchets nucléaires? Le tritium, des choses comme ça? Non, pas le tritium. Le strontium, le césium, dans les produits de fission, vous avez l'iode aussi, etc. Enfin, vous avez un certain nombre de l'argon, du xénon, voilà. Donc, les gens ne savent pas ce que c'est. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un becquerel. Oui, donc on est vraiment dans le débat affectif, c'est avec les tripes. Bon. Je reviens de Russie, j'ai rencontré des gamins qui revenaient d'un camp de vacances pour aller mieux subir les radiations qu'ils ont reçues il y a très longtemps. J'ai pas compris. Les enfants de Tchernobyl. Oui. L'ex-Union soviétique, la Russie continue de les envoyer en vacances de temps en temps. Oui. Ça relève du fantasme, les séquelles que ça peut créer à long terme. Je vois pas exactement de quoi on parle. S'il y a un accident nucléaire, le risque pour la population, sur l'environnement. Alors le risque pour la population aujourd'hui, s'il y a un accident, c'est celui d'évacuation. À Fukushima, par exemple, l'évacuation a fait des centaines de morts à cause du stress. Si les gens étaient restés sur place, les radiations, on aurait fait zéro. À un instant T. Pardon? À un instant T. Non, dans la durée. Il y a un rapport qui a été fait. Il faut savoir, alors je ne sais pas si vous savez, mais il y a une commission des Nations Unies qui s'appelle l'UNSCEAR. Ouais, le Unclear, c'est ça? Non, UNSCEAR, qui a exactement le même rôle que le GIEC, sauf que le GIEC s'occupe du changement climatique et eux s'occupent de la question de la radioactivité. Vous avez vu le dernier reportage sur le nucléaire d'Arte? Je me contrefous de savoir ce que pense Arte. Aucun média ne m'est opposable. Arte a un tel amour de la théorie du complot que je ne regarde jamais leurs reportages. Ils ont sorti toutes les conneries qu'ils voulaient sur le changement climatique. Ils ont sorti un joli nombre de conneries sur le pétrole. Donc Arte, sur le thorium, ils ont fait l'exact inverse, c'est-à-dire qu'ils ont encensé le truc en disant que c'était la martingale, alors que c'est pas du tout vrai. Enfin, c'est pas du tout vrai. C'est une voie pour faire du nucléaire, mais c'est pas le truc qui est merveilleux par rapport à la voie qu'on fait aujourd'hui. Bon. Donc Arte, ils ont un parti pris sur ces sujets-là, qui sont on vous cache tout, on vous dit rien, qui n'est absolument pas justifié par la qualité de l'information qu'ils font circuler derrière. Voilà. Donc pas de l'argent du service public très bien dépensé. Mais donc pour revenir à la question du nucléaire, donc vous avez une instance onusienne qui a la même qualité de production que le GIEC. Cette instance a fait une compilation sur Fukushima, parce que c'est ça qu'ils font comme le GIEC, ils font une compilation d'articles scientifiques, d'où il ressort que la dose qui a été libérée dans l'environnement n'aura pas d'effet sur l'environnement et n'aurait pas eu d'effet sur les populations s'ils étaient restés là où ils étaient restés. Donc, un certain nombre de gens qui écoutent vont se dire tout ça c'est des vendus, etc. Très bien qu'ils le prouvent. Mais moi j'ai été lire le truc. Si on le prouve dans 30 ans, est-ce qu'on peut venir vous chercher et vous flageller en place publique? Pas de problème. Moi ce que je dis aujourd'hui, c'est que les gens qui sont contre le nucléaire accroissent globalement le risque et la déstabilisation que court la planète. Voilà. Parce qu'ils nous maintiennent plus longtemps dans le charbon.
et que le charbon, ça fait du changement climatique, donc ça va faire des guerres, ça va faire des famines, ça va faire des émeutes, ça va faire un raccourcissement de l'espérance de vie, ça va faire de l'acidification des océans et de la perte de biodiversité, et que si je fais la somme de tout ça, vraiment le nucléaire m'empêche pas de dormir. Voilà. Ça reste, le nucléaire, une industrie dangereuse, comme l'industrie chimique, comme le fait de conduire des voitures, et si je suis encore plus provoquant, tant que les cigarettes sont en vente libre, je pense que c'est vraiment pas le sujet de s'occuper du nucléaire. Alors je vais être provoquant avec vous. Si ça pète en France, je vous mettrai colonel liquidateur pour aller nettoyer tout ça. Alors si ça pète en France, ça ne fera pas Tchernobyl, pour une raison assez simple, c'est que la centrale n'est pas du tout la même. Les centrales françaises ont une enceinte de confinement, Tchernobyl n'en avait pas. Tchernobyl avait du graphite dans le cœur, ce qui a provoqué un incendie et un panache qui est monté très haut dans l'atmosphère. Les centrales françaises n'en ont pas. On a du MOX, c'est ça? Pardon? On a du MOX? Oui, on a du MOX, mais ça n'a rien à voir avec ce qui a fait... C'est un mix uranium-plutonium, c'est ça? Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce qui a fait l'accident de Tchernobyl. Voilà. Donc je le redis, ma conviction, après on peut peut-être parler d'autres choses, ça vous intéresse, ma conviction sur le nucléaire, alors le nucléaire est un sujet compliqué, technique, tripale, ça fait appel à des unités que personne ne comprend, personne ne sait ce que c'est qu'un millisievert ou un becquerel, ça fait appel à un processus qui est invisible, la radioactivité, et le truc invisible, on a toujours plus peur que le truc visible, donc les gens ont plus peur du nucléaire que des accidents de voiture, je vous assure que moi, pour mes gosses, j'ai plus peur des accidents de voiture que du nucléaire, et plus peur de la cigarette aussi. Le nucléaire fait appel à un truc que le français adore, qui est le combat du gros contre le petit. Donc on adore Astérix tous, moi le premier, donc quand le petit se bat contre le petit a raison par principe, donc la petite ONG environnementale qui se bat contre le gros EDF a notre affection par principe. Donc ça cumule tout un tas de difficultés dans la discussion qui rend le débat d'entrée de jeu affectif, et je suis très amusé de voir les gens qui m'expliquent qu'ils n'ont pas confiance dans la presse se baser sur ce qu'ils trouvent dans la presse pour m'expliquer que le nucléaire est une horreur. Je prends l'exemple de la petite ONG Greenpeace. Vous m'avez bien cité Arte tout à l'heure. Comment? Vous m'avez bien cité Arte tout à l'heure. Oui. Donc c'est vraiment les médias, quoi. Donc je vous reprends sur Greenpeace. Quand moi je vois Greenpeace, c'est-à-dire 3 pelés, un tondu avec des dreadlocks, rentrer dans une... c'est une boutade. Hein, rentrer dans une centrale nucléaire un peu comme dans du beurre, s'amuser à faire péter un feu d'artifice au pied de la piscine de stockage. Si ça avait été un pelé un peu plus énervé pour des questions idéologiques, quand il y a une piscine qui saute, qu'on ne peut pas la remplir, le risque est quand même relativement important, non? Le risque, il est exactement celui qu'on a eu à Fukushima, c'est-à-dire que vous avez le combustible qui se met usé qui se met à chauffer, ça vous fait une espèce de magma et ça vous contamine le site. Et ça relâche dans l'atmosphère? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Non. Mais par exemple, si le MOX commence à dégager avec du plutonium, c'est un gros risque, pas un gros risque? La demi-vie du plutonium, c'est combien? La demi-vie du plutonium est très longue, mais encore une fois, il faut pas... Est-ce que vous savez de quand date le plus vieux stockage de déchets nucléaires au monde? Vous parlez quoi, de l'AG? Oh non, il a 2 milliards d'années. D'accord, le noyau terrestre, le soleil... Pas du tout. Dites-moi tout. Il y a au Gabon une mine d'uranium à Oklo. C'est là où il y a des trafics de minerais, c'est ça? Je ne sais pas s'il y a des trafics de minerais, par contre je sais qu'il y a un gisement d'uranium. Bon. Et dans ce gisement d'uranium, il y a de l'uranium naturel qui contient 0,7% d'uranium-235. Revenons à nos piscines, on s'en fout. Non, on s'en fout pas du tout parce que c'est, comme disait l'autre, c'est peut-être votre question, mais c'est ma réponse. Dans cet uranium naturel, il y a 0,7% d'uranium-235. Il se trouve que l'uranium-235 a une demi-vie de 700 millions d'années. Donc, il y a 700 millions d'années, il n'y avait pas 0,7 mais 1,4. Il y a 1,5 milliard, il n'y avait pas 1,4 mais 2,8. Et il y a 2 milliards d'années, il y avait 3,5% d'uranium-235 dans l'uranium naturel, c'est-à-dire très exactement le taux d'uranium-235 dans l'uranium enrichi qu'on met aujourd'hui dans les centrales. Donc, j'ai ce gisement d'uranium avec de l'uranium enrichi naturel. Et puis, j'ai des infiltrations d'eau qui arrivent parce qu'il y a de l'eau qui s'infiltre depuis la surface. Il se trouve que quand vous mettez de l'uranium à 3,5% d'uranium-235 dans de l'eau, vous avez la réaction en chaîne qui se déclenche. Voilà. Donc la réaction en chaîne se déclenche dans ce gisement, puis il y a 2 milliards d'années, il n'y a pas un homme pour vérifier que la sûreté est bien respectée, et il n'y a pas un homme pour s'occuper de prendre les déchets nucléaires et de les mettre ailleurs. Il y avait peut-être personne à cette époque-là sur la Terre, non? Vous l'avez dit, il n'y avait personne. Bon. Donc les déchets n'ont pas été gérés, et leurs descendants sont très exactement là où ils ont été laissés. Donc en ce qui concerne les déchets, j'en reviens à la Hague. Moi, j'ai une solution très simple pour les déchets. On fait un trou à 450 mètres de profondeur, on les fout dedans et on les oublie. Et terminé, le problème est réglé. Très profond. Sauf que les mêmes qui disent « Ah, c'est très dangereux de les laisser en surface à La Hague »,
sont également les mêmes qui vous disent qu'il ne faut surtout pas faire un trou pour les mettre à 450 mètres de profondeur. Donc en fait, leur mandat, c'est pas de trouver une solution, c'est de faire parler d'eux en disant qu'ils sont contre le nucléaire. C'est ça leur mandat à Greenpeace.